Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal consacrée à la page rétrospective de la semaine, dont voici les sommaires. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine en réaction aux propos de Félix Tshisekedi accusant l'ancien président Joseph Kabila Kabange d'être le moteur de l'Alliance Fleuve Congo. Denanga, Ferdinand Kambere qualifie ses propos d'une insulte envers son président, à suivre dans ses journaux. L'ancien président de la commission électorale, aujourd'hui à la tête de l'Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa et sa bande, ont été condamnés à la peine capitale à Kinshasa lors d'un procès auquel ni lui ni la majorité de prévenus n'ont assisté. Au Fonds de promotion de l'industrie, l'air a été au bilan et aux perspectives lors de la célébration de son 35e anniversaire. Vous suivrez dans ce journal l'ambiance qui avait régné. Triste nouvelle, suite à une maladie, l'ancien président de la Confédération africaine de football CAF, le Camerounais Issa Hayatou, s'est éteint à l'âge de 77 ans le jeudi 8 août à Paris où se tiennent les Jeux olympiques d'été. Bien avant son retour à Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi, depuis Bruxelles, où il a passé ses séjours médicaux, s'est exprimé au cours d'une émission avec les journalistes congolais, à savoir Christian Lusakweno des Top Congo FM, Baudouin Mbawechi du Congo indépendant. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment son état de santé, raison de son déplacement. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022 que j'avais invité à Kinshasa parce que je ne voulais pas bouger de Kinshasa, même s'il devait y avoir une intervention chirurgicale. Et donc, en le faisant venir, il a apprécié évidemment le matériel que nous avons à l'hôpital du Kantiachi, mais il a préféré, pour être sûr et couvert par ses assurances, que je vienne ici moi-même et qu'il examine cela. Sur la situation économique du pays, 8 mois après sa réélection, Félix Tshisekedi pense que notre économie est dollarisée et qu'il nous faudra produire localement pour renverser la tendance. C'est le combat habituel. Vous savez, nous avons une économie fortement dollarisée qui dépend beaucoup de toutes les fluctuations de cette dernière monnaie. Et nous essayons de prendre des mesures assez urgentes, mais qui seront difficiles évidemment à mettre en œuvre parce qu'il faut inverser la tendance actuelle à faire dépendre notre économie de l'importation en produisant localement. En ce qui concerne les changements ou la révision de la Constitution, Félix Tshisekedi s'est exprimé en ces termes. Je n'ai jamais dit que je veux changer la Constitution pour rajouter le nombre de mandats présidentiels ou d'années. Non. D'abord, ce sont des dispositions inamovibles. Pour les changer, il faut retourner auprès du peuple souverain primaire. Mais par contre, les autres dispositions, telles que celle-là, qui nous posent beaucoup de problèmes. Regardez, vous l'avez dit. Autre chose, par exemple, qui me motivait à vouloir ce changement de constitution, enfin des modifications dans la constitution, c'est la désignation des gouverneurs. Je trouve que la désignation des gouverneurs aujourd'hui fragilise nos provinces. Il faudrait, à mon avis, les gouverneurs étant des grands commis de l'État, qui soient désignés directement par le gouvernement en place et qu'ils rendent direct rapport au gouvernement. Dans sa conclusion, le président de la République a promis d'en finir définitivement avec la guerre qui oppose son pays et le pays de Paul Kagame dans la partie est de la RDC. Après un séjour médical à Bruxelles, en Belgique, une fois revenu au pays, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé une réunion restreinte avec le membre du gouvernement souminois. À en croire le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, les questions liées à la crise sécuritaire, la situation humanitaire et au contexte socio-économique ont été abordées. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication
concernaient les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en 7 conseils de ministres, le président de la République a eu l'occasion à 2 reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale, qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse de prix des denrées de première nécessité. Après toutes les orientations claires et précises données par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans divers domaines, il est temps à les mettre en pratique pour les biens de la population congolaise. Selon lui, Kabila a boycotté les élections et qu'il serait en train de préparer une insurrection. Et ça, c'est une insulte, quand même, de sa part. Lorsqu'il le dit à l'égard de son prédécesseur, tout le monde sait comment il a hérité ce fauteuil-là. C'était à la suite d'une alternance pacifique et démocratique. Et de manière souple, on s'est engagé tous à œuvrer pour la consolidation de la démocratie et la reconstruction de la République à travers la voie démocratique, sous la coalition FCC-CACH. Mais lorsque les instincts de la trahison de Genève, quand ils étaient ensemble à Genève, a repris, le premier objectif, ça a été de faire disloquer cette coalition-là, de faire éclater cette coalition-là. Parce que c'est de sa bouche qu'il parlait de déboulonner le système Kabila. On vient nous vanter AFC. AFC, madame, qui revient, il vient d'être organisé un procès ici par eux. Nous savons bien que quand on a commencé à citer les noms de Kabila, c'était le secrétaire général Kabouya, qui, contrairement à ce qu'il disait, que Kabila Pesaki a Tali, a Pesibiso Bokonzi, finalement c'est Kabila qui était devenu le diable quand ils échouent. Des accusations gratuites, calomnieuses par rapport à ça. Parce qu'un procès vient d'être organisé par eux, le procès qu'ils ont appelé Nanga. Et que finalement, les fameux Eric qu'on avait dit qu'il avait cité le nom de Kabila, de Olenkankoy, de Claudel Lubaya, de professeur Kabamba, c'est ces Eric qu'ils ont jugé. Mais pourquoi en ouvrant un procès et que le procureur général qui vient soutenir les accusations, le nom de Kabila n'était pas cité? Et il y a même des décisions déjà de cette cour dans ce procès-là. Pourquoi? Il faut revenir sur le nom de Kabila. C'était lors du dépôt des candidatures du ticket du parti présidentiel pour l'élection des membres du bureau définitif au Sénat par le secrétaire général de l'UDPS. Dans des vidéos devenues virales sur la toile, l'on voit de jeunes hommes avec des insignes du parti présidentiel en train de se bagarrer au siège même du Parlement congolais, en l'occurrence le Palais du Peuple. Selon nos sources, ces acteurs des actes de vandalisme aux installations de cet organe délibérant sont tous des l'UDPS, les pro-Kabouya qui s'attaquaient à ceux-là qui sont contre leur secrétaire général. Les militants partisans des Gekoko Beya accusent Augustin Kabouya de réduire les chances de Jonas Mukamba au détriment du candidat de l'Union sacrée, Samalou Kondé. Ces énième acte de sabotage par les militants du parti présidentiel est mal perçu dans l'opinion, comme l'a indiqué quelques sources proches de la Chambre basse du Parlement, qualifiant cet acte d'un outrage contre l'institution. À noter que cet accrochage entre ces deux camps a paralysé les activités et mouvements au Palais du Peuple dans cette journée de la clôture des candidatures au bureau définitif du Sénat.
Comme prévu dans les communiqués publiés récemment par le Sénat, le mercredi 7 août 2024, il y a eu examen des candidatures par la commission ad hoc et affichage de la liste provisoire des candidatures retenues avant le dépôt des recours. Après 2 jours de dépôt des candidatures pour les 7 postes du bureau définitif du Sénat, les candidats retenus sont candidat président Afani Idrissa Mangala, Mukamba Kadiata Jonas, Samalou Kondé Jean-Michel, candidat premier vice-président Kalalawa Kalala José, Lutundula Christopher, candidat deuxième vice-président Bahatilou Kwebo Modeste, Isengendelo Corneille, Mouandji Moubembe, candidat rapporteur adjoint Baende Etafé Jean-Claude, Kalonda Dela Edi Salomo et tant d'autres. En attendant la liste définitive, tels sont les candidats retenus pour le moment. Signalant que c'est le samedi 10 août 2024 qu'il y aura élection et installation du bureau. Mohamed Eri, au cours de leur conversation, la participation du chef de l'État Félix Tshisekedi à la première édition du Forum Afrique-Indonésie qui aura lieu en septembre de l'année en cours au pays de Joko Widodo. Suivez. 3 points that we discussed. One is the invitation from our president to His Excellency President Félix Tshisekedi. Il y a beaucoup de choses qu'on a discutées, mais c'est vraiment positif et je suis vraiment satisfait de notre audience. Et la première des sujets qu'on a discuté, c'est sur l'invitation du président Félix Tshisekedi par le président indonésien pour participer au forum Indonésie-Afrique qui aura lieu au mois de septembre. Ils sont vraiment émus parce que la RDC, c'est parmi les pays stratégiques en Afrique pour l'Indonésie, d'où ils sont en train d'affermir leurs relations bilatérales et économiques. Et la dernière chose qu'ils ont discuté, c'est concernant la relation bilatérale entre la RDC et l'Indonésie, et aussi ce qui a été décidé aux visites du ministre des Affaires étrangères auprès du président Félix Tshisekedi, afin d'ouvrir notre ambassade en Indonésie. Was covered by the embassy of DRC in. Après la décision de la République démocratique du Congo et du Rwanda en Angola de décréter un cessez-le-feu, une décision qui est entrée en vigueur le 4 août dernier, la partie rwandaise ne respecte pas cet accord mis en place grâce à la médiation de Luanda. Il s'agit des 3 localités de Rutshuru à Masisi, occupées une fois de plus par les RDF et M23 qui ne respectent en aucun cas le cessez-le-feu. Il s'est avéré urgent pour le gouvernement congolais d'alerter la communauté internationale dans le but de prévenir des drames qui pourront subvenir. Nous saluons ces avancées importantes dans le cadre du processus de Luanda, ainsi que la mobilisation continue de toute la communauté internationale en faveur d'une résolution durable du conflit. Cependant, nous avons aussi l'obligation de porter à votre connaissance des faits graves et dangereux, à savoir que malgré le cessez-le-feu, sur le terrain, les RDF et leurs supplétifs se sont une fois encore illustrés par leur violation de la trêve humanitaire et du cessez-le-feu de Luanda, notamment par l'occupation de 3 localités dans le territoire de Rutshuru, à savoir Nyamilima, Ishasha et Nyakokoma. Le gouvernement congolais se doit d'aviser la communauté internationale que ces actes mettent aussi en danger les missions humanitaires essentielles menées pour soutenir les populations locales victimes de la guerre d'agression rwandaise. La ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie a par ailleurs confirmé l'engagement de la RDC dans la recherche d'une solution rapide et durable au conflit de l'Est, tout en saluant les importantes avancées enregistrées dans le cadre de ce processus de Luanda, mais aussi la mobilisation continue de la communauté internationale en faveur d'une résolution durable du conflit. Dans l'objectif de se souvenir de victimes du massacre de milliers de Congolais morts à l'est de la République démocratique du Congo, que le gouvernement congolais avait initié la journée nationale des génocides. Les génocides congolais vivent comme un deuil national qui est en cours depuis la semaine dernière dans tout le pays. La cérémonie commémorative avait eu lieu à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo.
une ville où de milliers de Congolais ont été massacrés en 2000, lors de la guerre des 6 jours entre les armées rwandaises et ougandaises. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, alors dans briefing, éclairait l'opinion du lancement de la campagne dénommée « Tout pour la patrie ». Nous voulons, dans la dynamique que nous avions lancée il y a quelques mois, Bendele Koyate, lancer la campagne « Tout pour la patrie ». Plus qu'un cri de guerre, c'est un appel au don de soi pour la patrie, un engagement patriotique renouvelé à utiliser toutes les ressources à notre disposition pour combattre individuellement et collectivement avec la dernière énergie cette agression et tous ceux qui s'érigent en ennemis pour le développement de notre pays. Notre armée est le socle de notre victoire, la protectrice de nos frontières et de nos ressources naturelles. Nos soldats sont nos premiers héros qui chaque jour et au péril de leur vie s'engagent, donnent de leur jeunesse, sacrifient leurs familles respectives pour s'assurer que nous dormons en paix. Notons qu'au cours des 2 dernières décennies, le M23 a capturé plusieurs emplacements stratégiques au Nord Kivu, dont la ville de Kanyabayonga, à cheval sur les territoires de Lubero et Rutshuru. Disons tout simplement que tant que cette guerre persistera encore et encore, les Congolais ne seront jamais en paix. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a accordé une audience à l'Agence japonaise de développement JICA le lundi 5 août 2024 dans son cabinet. À retenir de cette audience, la police nationale congolaise sera bientôt dotée d'une école policière et d'un commissariat de proximité dans la ville de Kalemi. On a abordé les sujets, notamment les coopérations qui a continué depuis 2004, notamment en coopération policière entre le Japon et votre pays. Le ministre a également affirmé son souhait de notre intervention et la soutien, notamment sur le maintien de la paix après le retrait des troupes MONUSCO. La coopération entre la République démocratique du Congo et le Japon date de 2004 et s'inscrit essentiellement dans les cadres de l'appui logistique pour le renforcement de la police nationale congolaise en ce qui concerne les infrastructures modernes et la formation des policiers. Deux semaines après l'ouverture du procès des Corneille Nangaa et des 6 alliés du M23, la sentence est tombée, qui est la peine capitale. Depuis le 24 juillet, 26 personnes ont été jugées pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Seuls 5 accusés étaient présents au tribunal qui siégeait à la prison militaire d'Endolo à Kinshasa. Les autres, dont Corneille Nangaa, chef de file de l'Alliance Fleuve Congo, et les principaux leaders du M23 considérés comme en fuite. Dans son jugement, le président de la cour militaire a accusé ces derniers d'entretenir des liens avec une puissance étrangère, les Rwandais, pour entreprendre des hostilités contre la RDC et d'avoir porté atteinte à l'intégrité territoriale de la RDC. Devant la presse, le ministre de la Justice congolaise, Constant Mutamba, a promis de lancer le mandat d'arrêt et coopérer avec les autres pays pour l'arrestation de ces derniers. Au bout de compte, nous allons veiller à l'application stricte de toutes les peines qui ont été arrêtées par la haute cour, par la cour militaire de la Gambie. Ça veut dire, nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cavale, en fuite en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt internationaux pour pouvoir les appréhender. Nous allons coopérer avec certains pays avec lesquels nous sommes en coopération judiciaire, afin que partout où ils se retrouveront, puisque désormais condamnés de justice, eh bien, ils seront appréhendés, arrêtés et extradés immédiatement en RDC afin de purger leur peine.
Selon la justice congolaise, l'ex-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher les combattants du M23 placés sous sa direction de commettre leurs actes de violence. L'image de la police jusqu'à menacer, donner des instructions en lieu et place du ministère public, donner des instructions à la police pour pouvoir libérer les personnes qui ont été arrêtées et qui sont plutôt jugées en procédure de flagrance, qui n'ont rien à voir avec le général Kilimbalimba. Nous comprenons là que les commanditaires des troubles et du désordre, des crimes et même de l'insécurité, des troubles à l'ordre public dans ces contrées, c'est publiquement dévoilé. Donc c'est cet homme-là qui était recherché, les commanditaires, l'auteur intellectuel, les complices de ces actes-là infractionnels, s'est dévoilé lui-même. Alors, le général s'est plaint et il a déposé plainte au parquet général pour diffamation, pour outrage à la police nationale, pour intimidation, imputation dommageable, chantage et trafic d'influence. Nous avons saisi le procureur général qui va s'atteler pour pouvoir rapidement mettre la main sur cet incivique pour que la lumière soit faite et qu'il soit déféré devant la justice, qu'il subisse. C'est dans un communiqué rendu public le 5 août 2024 que le patron de la justice congolaise, Constant Mutamba, a annoncé la création d'une commission nationale mixte chargée d'enquêter sur les actes mafieux et les mauvaises pratiques judiciaires dont sont victimes tant le justiciable, personne physique que morale. Cette commission sera déployée sur l'ensemble du territoire national avec pour mission de recueillir les dénonciations relatives aux actes mafieux se manifestant dans les dossiers judiciaires et pénitentiaires. Ainsi, la population est appelée à dénoncer toute forme d'escroquerie, de corruption ou de stéliona en fournissant les preuves nécessaires pour étayer leurs accusations. Les dossiers documentés doivent être déposés au cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, et auprès de chaque division provinciale de la justice. Un numéro d'assistance a été mis en place pour permettre aux Congolais de signaler les abus en toute sécurité. Il convient de noter que depuis son arrivée à la tête du ministère de la Justice, Constant Mutamba a initié des consultations populaires pour échanger avec les citoyens congolais victimes de la mafia et des mauvaises pratiques judiciaires. C'est en début d'après-midi de ce mardi 6 août 2024 que les jets qui transportaient les ministres des Ressources hydrauliques et de l'électricité a atterri à l'aéroport de Loanou. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, les ministres provinciaux des mines et hydrocarbures Lucien Lumanou Moukadi et la mairesse intérimaire de Lubumbashi Joyce Tunda, ainsi que plusieurs cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Teddy Luamba Mouba séjourne dans la province du Haut-Katanga dans le cadre d'une grande visite d'inspection des installations électriques. Nous avons une lourde responsabilité aujourd'hui de pouvoir piloter les de l'eau et de l'électricité et qui est parmi les ressources vitales de la croissance économique de la RDC. Ensemble avec les Louchois, avec le Grand Katanga en général, nous avons cette responsabilité de pouvoir mener ce développement de la RDC par ce secteur. La visite se poursuivra dans la province du Lualaba pour les mêmes exercices, a-t-il ajouté. À l'aéroport de Loanou, la mobilisation de l'UDPS au Katanga était grande avec toutes les fédérations réunies pour réserver un accueil chaleureux et délirant à leur fils qui a communié avec la foule après l'aéroport. C'est au Square Forest que le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité a, devant des centaines de cadres et militants de l'UDPS, remercié sa famille politique pour l'accueil lui réservé. C'était avant de rendre hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de le remercier pour le choix porté sur lui. C'est ce mercredi 7 août 2024 que le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, a totalisé 35 ans depuis sa création.
en 1989. À cette occasion, une cérémonie a été organisée à Kinshasa en présence de Louis Watoum, ministre de l'Industrie et autorité des tutelles. L'événement a été une occasion de réflexion sur le parcours du FPI, cet établissement public de l'État congolais. Prenant la parole pour la circonstance, le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi a salué les efforts et les rôles de cet établissement public dans le financement des projets industriels, la création des emplois et le renforcement du tissu économique. Il a rendu hommage à ses prédécesseurs et à l'ensemble du personnel pour le travail abattu. Parmi nos réalisations majeures, je voudrais souligner le financement des projets d'envergure dans les secteurs clés tels que l'agro-industrie, les manufactures et l'énergie, qui ont considérablement boosté notre économie. En dépit de ces défis, notre regard est résolument tourné vers l'avenir et engagé dans la mise en œuvre de la vision du FPI qui est une économie congolaise émergente à l'horizon 2023 face à un tissu industriel diversifié, intégré et compétitif, tourné vers la satisfaction des besoins intérieurs et extérieurs, s'appuyant sur le développement harmonieux de chaînes de valeur dans tous les 145 territoires de la RDC. Malgré les turbulences que le pays traverse depuis 1990, le FPI a relevé plusieurs défis, dont le financement de grands projets, le développement des partenariats stratégiques avec des institutions financières nationales et internationales et l'accompagnement technique et financier des petites et moyennes entreprises. Le FPI a toutefois rencontré de sérieux obstacles, à savoir les risques, l'adaptation à l'innovation technologique et le renforcement de la gouvernance qui sont des problèmes auxquels il faut absolument et urgemment trouver des solutions idoines. Pour booster l'économie du pays, le FPI travaille et met actuellement un accent particulier sur le financement des entreprises ayant des chaînes de valeur, l'appui aux startups, le renforcement des partenariats avec les institutions financières de la région au profit du secteur privé, la protection de l'environnement et l'application de la nouvelle loi sur le privilège du trésor. Telles sont les perspectives d'avenir qui retiennent l'attention de la direction générale du FPI. Le ministre Louis Watoum a apprécié les efforts des uns et des autres et a promis son implication personnelle pour l'application rigoureuse de la loi sur le privilège du trésor dont il sera un fervent défenseur. Selon Louis Watoum, le ministre de l'Industrie, la mission du FPI doit apporter des réponses aux engagements du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, vous devez regarder vers l'horizon pour les 35 années à venir et voir comment, ensemble, nous devons reconstruire le tissu industriel à travers une politique et des stratégies d'industrialisation. Profitant de ce cadre, le président de la délégation syndicale, Thierry Tamboué, est revenu sur les menaces qui pèsent sur le FPI, notamment sa mutation et ou sa transformation qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement de l'entreprise. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une institution, mais aussi une communauté unie par une vision commune. Faire de notre FPI, que nos pionniers, nos retraités, nous ont légué un levier de développement durable pour notre pays. La journée du mercredi 7 août 2024 a également été marquée par des interventions du directeur de la mobilisation de la taxe de promotion de l'industrie, du directeur du projet sur les réalisations phares et du coordonnateur du comité technique de suivi sur la législation en la matière. Il faut noter que d'autres activités commémoratives du 35e anniversaire du FPI se poursuivront tout au long du mois d'août 2024. L'objectif est de corriger les failles, consolider les acquis et répartir sur les nouvelles bases. Voilà, le FPI a vécu et continuera à vivre.
Le dirigeant sportif camerounais est mort le jeudi à Paris, à la veille de ses 78 ans. Issa Hayatou était une figure incontournable du football africain pendant de nombreuses années. Président de la Confédération africaine de football pendant quasiment 30 ans, soit de 1998 à 2017. Il a grandement contribué à l'évolution du football africain. Il a notamment obtenu l'organisation de la première Coupe du Monde en Afrique en 2010, en Afrique du Sud. Hayatou a aussi brièvement occupé les postes de président de la FIFA entre octobre 2015 et février 2016. À la fin de son règne à la tête de la CAF, il avait occupé les fonctions de président du conseil de l'administration de l'Académie nationale camerounaise des foot, ANAFoot, et des membres du comité local d'organisation de la CAN 2021. L'illustre disparu-maire, après avoir tout donné autant au niveau de son continent qu'à l'échelle mondiale. Le football devra garder de cet homme le meilleur souvenir d'un personnage passionné du ballon. Cet amour a été visible à chaque fois que celui-ci prenait des initiatives au profit de ce secteur. Ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal en réaction aux propos de Félix Tshisekedi accusant l'ancien président Joseph Kabila Kabange d'être le moteur de l'alliance Fleuve Congo des Nanga. Ferdinand Kambere qualifie ses propos d'une insulte envers son président. L'ancien président de la commission électorale aujourd'hui à la tête de l'Alliance Fleuve Congo, Corneille Nangaa et sa bande ont été condamnés à la peine capitale à Kinshasa lors d'un procès auquel ni lui ni la majorité de prévenus n'ont assisté. Et au fond des promotions de l'industrie, l'air a été au bilan et aux perspectives lors de la célébration de son 35e anniversaire. Vous avez suivi dans ce journal l'ambiance qui avait régné. Triste nouvelle, suite à une maladie, l'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, s'est éteint à l'âge de 77 ans le jeudi 8 août à Paris où se tiennent les Jeux olympiques d'été. Ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine. Mais entre-temps, bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.